Ma mère m'a giflé si fort que mes oreilles ont bourdonné et ma joue me brûlait comme du feu. Pendant quelques secondes, toute la cuisine a tourné. J'ai reculé en chancelant, les yeux pleins de larmes, avec le goût du sang dans la bouche là où ma dent avait coupé l'intérieur de ma lèvre. Elle ne m'avait jamais frappé comme ça avant. Papa se tenait juste là, dans l'embrasure de la porte. Il n'a pas bougé pour l'arrêter, ne lui a pas dit un mot. Au lieu de ça, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, d'un ton glacial, son avenir à lui compte vraiment. Le tien n'a jamais compté. Je me souviens du silence qui a suivi. Lourd, définitif. Mon petit frère était quelque part derrière eux. Je sentais ses yeux sur moi, mais je n'ai pas regardé. J'ai juste attrapé mes clés, mon dossier pour le rendez-vous chez le médecin, et je suis sorti par la porte d'entrée sans rien dire en retour. Mon visage me lançait encore quand j'ai démarré la voiture. Je m'appelle Ale Porter, j'ai 27 ans et je viens de la banlieue d'Orlando, en Floride. Il y a 3 ans, cette gifle a tout changé. Et le mois dernier, mes parents ont enfin fait face aux conséquences. Accrochez-vous, car cette histoire a le genre de karma qui frappe fort. Si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton d'abonnement. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et nous permet de continuer à vous apporter ces histoires. Et partagez vos propres drames familiaux dans les commentaires. Je les lis tous. À l'époque, je vivais encore dans cette maison, pensant que les choses ne pourraient jamais empirer. Je vivais dans cette maison à demi-niveau en bordure de la banlieue d'Orlando depuis bien trop longtemps. Le genre de quartier où chaque pelouse est identique, où les palmiers bordent les rues et où tout le monde prétend aller mieux qu'en réalité. Chaud, humide et calme la plupart du temps, sauf à l'intérieur de chez nous. J'avais 24 ans à l'époque, et j'enchaînais les services pour garder la tête hors de l'eau. Le matin dans un restaurant de petit déjeuner animé, à servir des assiettes d'œufs et de pancakes, souriant à travers le rush, même quand mes pieds me faisaient mal. Le soir, je prenais des boulots de livraison, sillonnant la ville dans ma vieille berline cabossée, avec des sacs de plats à emporter en équilibre sur le siège passager. Les pourboires étaient corrects si je me dépêchais, mais après l'essence et les factures de téléphone, il ne restait pas grand-chose. Et pourtant, chaque premier du mois, je donnais à mes parents $300 de loyer en espèces, parce que maman aimait ça comme ça. Ils ont commencé à me faire payer le jour de mes 18 ans. Pas de discussion, juste une enveloppe sur le comptoir de la cuisine avec mon nom dessus. Je payais sans me plaindre, du moins pas à voix haute, car l'alternative était de dormir dans ma voiture, et je n'étais pas encore prête pour ça. Mon jeune frère, Tyler, ne payait pas un centime. Il avait 20 ans à l'époque, étirant un programme universitaire de 2 ans sur une 4e année, en suivant 1 ou 2 cours par semestre. Il dormait jusqu'à midi la plupart des jours, sortait du lit en short de basket et avec le sweat à capuche coûteux que maman venait de lui acheter, et passait le reste de l'après-midi à jouer aux jeux vidéo ou à traîner avec des amis. Papa lui avait offert un pick-up d'occasion mais rutilant l'année précédente. Rien d'extravagant, mais bien plus beau que tout ce que j'avais jamais conduit. Les mensualités provenaient d'un mystérieux fonds familial sur lequel je n'étais pas censé poser de questions. Le dîner était généralement le seul moment où nous étions tous dans la même pièce. Maman cuisinait quelque chose de simple, du poulet grillé, des pâtes, ce qui était en promotion, et mettait une assiette supplémentaire pour Tyler, même quand il arrivait en retard. Il mangeait vite, le téléphone dans une main, levant à peine les yeux. Dès qu'il avait fini, il repoussait sa chaise, marmonnait quelque chose sur le fait qu'il devait étudier, et disparaissait à l'étage. La vaisselle restait là où il l'avait laissée. C'était mon signal. Je débarrassais la table, grattais les restes, chargeais le lave-vaisselle, essuyais les comptoirs, chaque soir. Si j'essayais de le laisser pour le matin, maman soupirait assez fort pour que toute la maison l'entende et disait que je manquais de considération. Alors, je le faisais, épuisé par le travail, debout devant l'évier pendant que l'eau chaude me rougissait les mains. Je me sentais invisible la plupart du temps. Il ne semblait me remarquer que lorsqu'il y avait quelque chose à faire, prendre des courses en rentrant, réparer le Wi-Fi quand il déraillait, couvrir une facture qu'ils avaient oubliée. Papa hochait la tête d'un air approbateur si je m'en occupais tranquillement. « Tu es la personne fiable », disait-il. C'était censé être gratifiant. Fiable signifiait qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour moi, car je me débrouillerais seul pendant qu'il se concentrait sur Tyler. Maman gardait le frigo rempli des choses que Tyler aimait, céréales de marque, boissons énergisantes, le bon jus d'orange. Mes étagères dans le garde-manger contenaient les produits génériques que j'achetais moi-même.
Elle le justifiait en disant qu'il était encore en pleine croissance, encore à l'école, qu'il avait besoin de carburant. J'étais déjà adulte, je travaillais déjà, donc je pouvais me débrouiller. Je ne les détestais pas pour ça. Pas exactement. Je me disais que c'était temporaire. Chaque dollar supplémentaire que j'arrivais à économiser allait dans un compte d'épargne séparé dont ils ignoraient l'existence. Je souffrais de problèmes de thyroïde depuis mon adolescence, analyse de sang régulière, médicaments, examens qui n'étaient pas donnés. Les médecins n'arrêtaient pas de dire que le métier d'infirmière serait une carrière solide pour moi. Des horaires stables une fois que j'aurais obtenu mon diplôme, de bons avantages sociaux, quelque chose qui pourrait réellement couvrir mes frais médicaux à long terme. Je visais donc le programme d'aide-soignante certifiée au collège communautaire, puis une passerelle vers la formation d'infirmière auxiliaire. Un apprentissage rémunéré si j'avais de la chance. Cela semblait lointain, mais c'était mon projet. La plupart des soirs, je rentrais après 22 heures, jetais mes chaussures et m'effondrais sur le lit de la plus petite chambre à l'étage. La maison était sombre, à l'exception de la lueur sous la porte de Tyler, des lumières clignotantes de sa manette et des explosions étouffées du jeu auquel il jouait. Je restais allongé là, à écouter le ronronnement de la climatisation et à me demander combien de temps encore je pourrais tenir. Un soir, après un service tardif, je suis entré discrètement et j'ai entendu mes parents parler dans le salon. Leur voix flottait à travers l'espace ouvert, basse et détendue, comme s'ils discutaient de la météo. Je suis resté juste en dehors de la lueur de la lampe du salon, mon sac encore en bandoulière, pas tout à fait prêt à les interrompre. La climatisation s'est mise en marche, masquant mes pas alors que je m'approchais. Maman était recroquevillée sur le canapé avec son ordinateur portable en équilibre sur ses genoux, faisant défiler quelque chose. Papa était assis en face d'elle dans son fauteuil inclinable, une bière à la main, zappant distraitement. Il faudra couvrir $800 de plus pour l'inscription de Tyler le mois prochain, dit maman d'un ton léger mais insistant. La date limite approche. Et il a mentionné quelques nouveaux frais pour ses cours en ligne. Papa a coupé le son de la télé. Déjà ? On vient de payer la dernière fournée. Je pensais que ce compte pour les études était censé couvrir les bases. Il l'est, mais les choses s'additionnent. Un nouveau manuel, un abonnement à un logiciel pour son cours de commerce. Il s'investit vraiment ce semestre. Tu devrais voir comme il est motivé. Il y avait de la fierté dans sa voix, le genre qu'elle réservait à ses plus petites réussites. Je me suis adossé au mur, le pouce accélérant. Compte pour les études. Ils avaient utilisé ces mots exacts comme si c'était réel, mis de côté juste pour lui. Je me suis souvenu avoir posé des questions sur l'argent pour l'université quand j'avais 18 ans, juste après mon diplôme. Maman avait rapidement mis fin à la discussion. Elle avait dit que les mensualités de la maison étaient serrées. L'atelier de papa connaissait des mois creux. Impossible pour nous de nous permettre des prêts ou des frais de scolarité. Papa l'avait soutenu, me disant que la vraie vie n'attendait pas les diplômes, qu'il valait mieux commencer à gagner sa vie tout de suite. Alors, je l'ai fait. Mais voilà que c'était bien réel, pour l'abonnement logiciel de Tyler, pour des extras dont il n'avait probablement même pas besoin. Papa a expiré lentement. Très bien. Fais le virement demain. Tâche juste de le garder sur la bonne voie. Il a un vrai potentiel s'il s'y tient. C'est vrai, acquiesça maman en cliquant sur quelque chose à l'écran. Bien plus de volonté que la plupart des jeunes de son âge. Nous avons de la chance. J'ai dégluti difficilement, les mots me frappant comme des pierres. Chanceux, volonté. Je faisais des doubles journées depuis mes 19 ans, économisant chaque pourboire pour ma propre chance de suivre des cours, et lui, il se la coulait douce. Le ventilateur de plafond tournait, indifférent. Ils sont passés à des discussions professionnelles. Papa se plaignait d'un client qui retardait sans cesse le paiement pour la reconstruction d'une transmission. Maman a suggéré d'utiliser une partie du prochain acompte pour couvrir les dépenses de Tyler si les choses devenaient serrées. Je me suis éloigné lentement, en faisant attention de ne pas heurter la table d'appoint, et je suis monté à l'étage. Dans ma chambre, je me suis assise sur le lit, les lumières éteintes, fixant la faible lueur sous la porte de Tyler de l'autre côté du couloir. Le compte pour les études n'était pas un mythe. Il avait juste des règles dont on ne m'avait jamais parlé. Tous ces « non » que j'avais acceptés, toutes ces demandes d'inscription que je n'avais jamais remplies parce que je croyais que nous étions fauchés. Tout s'est réorganisé dans ma tête, les tranchant.
Cela a ravivé un autre souvenir que j'enterrais habituellement. Environ 2 ans plus tôt, j'avais finalement trouvé un cours d'initiation à la facturation médicale au centre technique, un programme court et abordable qui m'aurait donné de l'expérience en bureautique et peut-être une assurance pour aider avec mes médicaments pour la thyroïde. J'avais étudié la brochure pendant des semaines, j'avais même obtenu une lettre de recommandation de mon directeur de restaurant. L'examen d'entrée avait lieu un vendredi matin. Le jeudi soir, ma voiture était garée sans problème dans l'allée. Le vendredi, elle n'a pas voulu démarrer. Batterie complètement à plat, câbles desserrés comme si quelqu'un les avait tirés. Papa est sorti, a regardé sous le capot, a dit qu'elle avait besoin d'un démarrage avec des câbles, et peut-être plus. Le temps qu'il la fasse démarrer et que j'arrive, la fenêtre de test était fermée. Frais non remboursables perdus, place prise. J'ai appelé depuis le parking, la voix tremblante, et ils ont dit « Désolé, la prochaine session est dans 6 mois ». Papa ne m'a jamais facturé son temps. Il a agi comme s'il m'avait rendu service. Tyler partait ce week-end-là pour un voyage à la plage avec des amis, des plans de dernière minute, un grand groupe. Je n'y avais jamais repensé à l'époque. Trop contrarié par l'argent perdu, trop concentré sur la prise de service supplémentaire pour me refaire. Mais maintenant, avec le compte pour les études révélé au grand jour, cette vieille panne semblait différente. Suspecte. Comme si quelqu'un s'était assuré que je reste coincé. Je n'avais pas de preuves, juste un nœud nauséabond dans l'estomac qui ne voulait pas se défaire. Je suis resté éveillé la majeure partie de la nuit, à retourner la situation, les pièces ne s'emboîtant pas tout à fait, mais assez proches pour faire mal. Le matin est arrivé trop vite. Je me suis traîné en bas vers 9 heures, encore dans le brouillard de la veille, me versant un café pendant que le soleil tapait à travers les fenêtres. Tyler est arrivé vers 10 heures, les cheveux en bataille, en short de sport et débardeur. Il a pris des céréales, sel, chair, que maman achetait juste pour lui, et s'est appuyé contre le comptoir en faisant défiler son téléphone. Il a finalement levé les yeux. « Et, tu travailles aujourd'hui ? » Service de l'après-midi. Pourquoi ? Mon pick-up est à court d'essence et j'ai ce cours à midi. Tu peux me déposer sur le campus ? C'est sur ton chemin pour aller à la clinique, non ? La clinique ? Mon rendez-vous pour la thyroïde ? Celui que j'avais pris des mois à l'avance parce que l'endocrinologue était surchargé. Des analyses récentes avaient signalé quelque chose d'anormal. Rien d'urgent, mais assez pour une surveillance plus étroite. Échographie, prise de sang, consultation. J'avais déjà organisé mon remplacement au travail. J'ai remué mon café plus lentement. Je ne peux pas aujourd'hui. Ce rendez-vous est important. Il vérifie à nouveau les nodules. Tu peux faire le plein ou demander à Ashley de t'emmener. Il a ri, un rire bref et agacé. Sérieusement ? Ça te prend 20 minutes de ta journée. Décale juste ton truc chez le médecin. Les analyses ne vont pas s'envoler. Décaler. Comme si les créneaux poussaient sur les arbres. Non, j'ai déjà attendu trop longtemps. Débrouille-toi pour ton transport. Le visage de Tyler s'est crispé. Il a posé son bol plus fort que nécessaire. Peu importe. Tu es toujours comme ça. Il a quitté la cuisine en trombe, le téléphone déjà à l'oreille, en se dirigeant vers le salon. Je l'ai entendu marmonner quelque chose sur le fait que j'étais difficile. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte une minute plus tard, les bras croisés, l'expression figée dans cette ligne de déception familière. Tyler dit que tu ne veux pas l'aider à aller en cours. C'est juste un trajet, maman. Il a un pick-up et un permis. Ce n'est pas juste un trajet. C'est soutenir son éducation. Tu sais à quel point il peut être distrait. Une petite faveur, allez. C'est tout. Une petite faveur. L'expression faisait écho à toutes les autres que j'avais entendues au fil des ans. C'est ma santé. Le médecin a spécifiquement dit de ne pas retarder. Elle s'est approchée, la voix montant d'un cran. Tu es égoïste. Quand es-tu devenu si têtu en ce qui concerne la famille ? Égoïste, pour protéger mon propre rendez-vous ? Le mot a piqué plus qu'il n'aurait dû, s'ajoutant à tout ce que j'avais ressenti la nuit dernière. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais elle m'a interrompu d'un geste sec. Ma mère est entrée en trombe dans la cuisine, la main déjà levée.
Sa paume a heurté ma joue dans un claquement sec qui a résonné sur le carrelage. L'impact m'a fait tourner la tête sur le côté, une bouffée de chaleur explosant sur ma peau tandis que ma vision se brouillait pendant plusieurs longues secondes. J'ai trébuché d'un demi-pas, la main se levant instinctivement, sentant le bout cuivré là où mes lèvres s'étaient fendues contre mes dents. La douleur s'est propagée rapidement, profonde et lancinante, comme si j'avais pressé mon visage contre une plaque de cuisson. La cuisine est devenue silencieuse. Pas de bourdonnement de radio du téléphone de maman, pas de cliquetis de vaisselle, juste le faible bruit du frigo et mon propre pouls martelant dans mes oreilles. J'ai cligné des yeux avec force, essayant de dissiper le brouillard, et j'ai levé les yeux. Maman se tenait là, figée, la main encore à moitié levée, les yeux écarquillés comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait de faire. Mais le choc est passé rapidement. Sa bouche s'est resserrée en cette fine ligne que je connaissais trop bien. Derrière elle, Tyler s'appuyait contre le cadre de la porte, les bras croisés, un petit sourire en coin se dessinait sur ses lèvres. Il n'a rien dit, il a juste regardé, comme si c'était un spectacle qui l'attendait. Puis la porte d'entrée s'est ouverte et refermée avec un bruit sourd familier. Les pas de papa ont traversé le couloir plus vite que d'habitude, les clés cliquetant alors qu'il les laissait tomber sur la console de l'entrée. Il est apparu dans l'arche quelques secondes plus tard, sa chemise de travail tachée de graisse, le visage déjà figé dans cette expression pragmatique qu'il arborait quand maman lui envoyait des SMS à propos de problèmes. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, ses yeux passant de maman à moi et vice-versa. Maman a retrouvé sa voix la première. Elle refuse encore d'aider Tyler à aller en cours. Je lui ai demandé gentiment. J'ai mon rendez-vous, ai-je coupé, la voix plus stable que je ne le sentais. Ma joue brûlait plus fort sous le regard de tout le monde. Ce n'est pas négociable. Papa s'est approché, comblant l'espace entre nous. Il a jeté un coup d'œil à mon visage, a dû voir la marque rouge qui apparaissait rapidement, mais n'a fait aucun commentaire à ce sujet. Au lieu de cela, il m'a fixé avec ce regard plat et déçu. L'éducation de Tyler passe en premier en ce moment. Il est sur une bonne lancée. Tu peux déplacer un rendez-vous chez le médecin. Une bonne lancée, pour un gars qui se cherchait dans le même programme depuis des années. J'ai ouvert la bouche, mais il a continué. La famille se soutient, allez. Quand vas-tu enfin comprendre ça? Le silence s'est étiré à nouveau, plus lourd cette fois. J'ai regardé la main encore rigide de maman qui s'abaissait lentement. Le sourire narquois de Tyler, disparu maintenant, mais la satisfaction claire dans ses yeux. Papa, les bras croisés, attendant que je cède. Comme toujours. Quelque chose en moi s'est brisé. Silencieusement, mais de manière irréversible. Toutes les nuits à récurer la vaisselle pendant que Tyler scrollait à l'étage. Tous les chèques de loyer rédigés avec les pourboires que j'avais gagnés sur des pieds enflés. Tous les « non » que j'avais acceptés parce que je pensais qu'ils étaient justes. Tout s'est cristallisé à ce moment-là. Ils ne demandaient pas, ils exigeaient. Et quand je disais non, voilà la réponse. La voix de papa est devenue plus basse. Finale. Son avenir à lui compte vraiment. Le tien n'a jamais compté. Les mots ont atterri nettement. Pas besoin de crier. Juste un fait, dans son esprit. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste regardé fixement pendant un long moment, mémorisant l'absence totale de doute sur son visage, puis je me suis retourné et j'ai marché jusqu'au comptoir où j'avais laissé mon sac. Mes mains tremblaient en attrapant mes clés, le dossier avec ma carte d'assurance et mes ordonnances, mon téléphone. La marque sur ma joue pulsait à chaque battement de cœur. Maman a finalement parlé, plus doucement maintenant. Allez, attends. Il ne le pensait pas comme ça. Mais j'étais déjà en mouvement. Passant devant Tyler, qui s'est juste assez écarté pour me laisser passer. Passant devant papa, qui n'a pas tendu la main ni dit un autre mot. La porte d'entrée semblait à des kilomètres, mais j'y suis arrivé. Je l'ai ouverte. Je suis sorti dans la chaleur aveuglante de l'après-midi. Je suis resté dans ma voiture pendant peut-être 30 secondes, le moteur en marche, la climatisation soufflant de l'air froid sur ma peau brûlante. Dans le rétroviseur, la marque s'assombrissait déjà, une empreinte de main claire se dessinait. J'aurais pu rentrer, exiger des excuses, faire une scène. Au lieu de cela, j'ai mis la voiture en marche et je me suis dirigé vers la clinique. Le rendez-vous était dans 40 minutes, largement assez de temps si le trafic coopérait.
La salle d'attente sentait l'antiseptique et les vieux magazines. Je me suis enregistré, j'ai pris place dans un coin, la tête baissée. Quelques personnes ont jeté un coup d'œil, mais personne n'a posé de questions. Quand l'infirmière a appelé mon nom, elle a eu un temps d'arrêt en voyant mon visage, une lueur d'inquiétude rapide avant de me conduire à l'arrière. Le docteur Ramirez, la même endocrinologue que je voyais depuis des années, terminait ses notes quand je me suis assise. Elle a levé les yeux, a souri d'abord, puis a froncé les sourcils. « Allez, qu'est-il arrivé à votre joue ?» J'ai hésité, la gorge serrée. La pièce semblait trop lumineuse, trop calme. Une dispute familiale qui a mal tourné. Elle a posé son stylo, s'est penchée un peu en avant. « Voulez-vous en parler, ou devrions-nous appeler la sécurité ?» Pas de sécurité, ai-je dit rapidement. Juste une mauvaise matinée. Je vais bien. Elle m'a étudié un moment, puis a hoché la tête lentement. D'accord, mais si vous changez d'avis, nous avons des ressources ici. Elle a sorti mon dossier, a posé les questions habituelles, comment les médicaments fonctionnaient, s'il y avait de nouveaux symptômes, a fait une prise de sang, a programmé l'échographie dans la pièce voisine. La technicienne là-bas m'a jeté le même regard prudent, mais est restée professionnelle. Quand ce fut terminé, le docteur Ramirez m'a accompagné jusqu'à la porte elle-même. Vos niveaux sont stables pour l'instant, mais nous continuerons à surveiller la croissance. Revenez dans 3 mois, sauf si quelque chose change. Je l'ai remerciée, rassemblant mes papiers. Au moment de partir, elle m'a touché légèrement le bras. Et, encore une chose. L'hôpital lance un nouveau programme de formation rémunéré pour les aides-soignants le mois prochain. Sponsorisé par l'hôpital, de bons avantages sociaux. Particulièrement utile pour les personnes qui gèrent des problèmes de santé chroniques. Je sais que vous avez déjà mentionné votre intérêt. Je pourrais glisser un mot au responsable du programme si vous le souhaitez. J'ai cligné des yeux, l'offre me prenant au dépourvu. Sérieusement ? Très sérieusement. C'est Monsieur Vargas qui le dirige. Il est juste et recherche des gens qui ont du cran. Envoyez votre CV. Mentionnez mon nom. Les entretiens commencent la semaine prochaine. J'ai hoché la tête, la gorge de nouveau nouée, mais pour une raison différente. Je le ferai. Merci. En quittant la clinique, les fenêtres baissaient malgré la chaleur, la contusion pulsait régulièrement, mais le brouillard dans ma tête commençait à se dissiper. Pour la première fois depuis des années, quelque chose semblait possible. Quelque chose qui ne dépendait pas de me plier à leur volonté. La semaine suivante, je me suis présenté à l'entretien, l'échymose s'estompant encore. La salle de conférence de l'hôpital était banale, mur beige, longue table, quelques affiches de motivation sur le travail d'équipe. La contusion avait jauni en une ombre disgracieuse à ce moment-là, principalement cachée sous l'anticerne. Mais Vargas l'a remarqué quand même lorsque je me suis assise. Il avait la quarantaine, était solidement bâti, portait une blouse d'hôpital avec un badge de responsable accroché à la poche. Nous avons parlé pendant 40 minutes. Il m'a interrogé sur mon expérience professionnelle, pourquoi le métier d'infirmière, comment je gérais le stress lors des services chargés. Je lui ai dit la vérité, des années à servir des tables dans le chaos, à gérer mes propres problèmes de santé sans beaucoup de soutien, à vouloir quelque chose de stable qui utilise vraiment ma tête et mon cœur. Quand il m'a interrogé sur la marque sur mon visage, je n'ai pas menti. Une situation familiale difficile. C'est réglé. Il a hoché la tête une fois. Pas de jugement. Il l'a juste noté. À la fin, il s'est penché en arrière. Nous avons une place disponible dans la prochaine promotion. Formation rémunérée, avantages sociaux complets après la certification, l'hôpital couvre la majeure partie. Ça commence lundi si vous êtes partante. J'ai accepté sur le champ. Pas besoin d'un deuxième entretien. Lundi matin, je me suis présenté à 6 heures précises, le badge accroché, la blouse qu'il m'avait fournie la semaine précédente, fraîche contre ma peau. Le groupe était petit, 8 d'entre nous, un mélange d'âge, tous nerveux, mais prêts. Vargas a fait l'orientation, a exposé le programme, cours théorique le matin, pratique dans les services l'après-midi, examen toutes les quelques semaines. Il m'a mis en binôme avec Miguel pour les stages cliniques. Miguel avait une trentaine d'années, était silencieux, des tatouages dépassant des poignets de sa blouse. Ancien infirmier militaire devenu infirmier, il travaillait à l'hôpital depuis 15 ans.
Le premier jour, il m'a tendu des gants et a dit, tu regardes les 3 premières fois, puis tu fais. Question seulement quand le patient est stable. Strict, mais chaque correction venait avec une raison claire. Pas de cris, pas de favoritisme. Juste l'attente que tu apprennes vite et bien. Le travail était dur dès le premier jour. Prise des signes vitaux sur de vrais patients, bain au lit, soins de cathéter, dossier qui devait être parfait. Mes pieds me faisaient de nouveau mal, mais différemment cette fois. Il y avait un but derrière. Miguel me poussait, mais quand je réussissais quelque chose, il hochait brièvement la tête, ce qui me faisait plus plaisir qu'un bocal à pourboire rempli de billets d'$1. La question du logement s'est rapidement posée. J'avais squatté le canapé d'une collègue la première semaine, mon sac dans mon coffre. Vargas m'a entendu en parler pendant une pause. Après le service, il m'a pris à part. Mon pote Ronnie s'occupe de la maintenance de l'hôpital. Il a une chambre libre au-dessus de son garage, hors site. Rien d'extraordinaire, mais propre, privé, pas de loyer si tu aides un peu au nettoyage. Intéressé? Je l'ai prise le lendemain. Ronnie avait la soixantaine. Corpulence compacte, mécanicien à la retraite qui s'occupait en réparant l'équipement de l'hôpital sous contrat. La chambre était petite, un lit de camp, un mini-frigo, une douche au bout du couloir, mais elle se fermait à clé de l'intérieur. La première nuit là-bas, j'ai cuisiné des ramen sur une plaque chauffante. J'ai mangé assise par terre. Personne ne frappait à la porte pour demander pourquoi le dîner n'était pas prêt. J'ai dormi d'une traite jusqu'à ce que le réveil sonne. Pas de bruit de pas au-dessus de ma tête. Pas de son de jeux vidéo étouffé à travers le mur. Le contraste m'a frappé, progressivement mais profondément. Des matins calmes à boire du café seul. Des courses où je n'achetais que ce que je voulais. Des soirées à étudier sans commentaires désobligeants sur le temps que je perdais. Pas de soupir quand je laissais la vaisselle dans l'évier pour la nuit. Personne ne surveillait mes heures ou ne me demandait pourquoi je n'étais pas encore rentré. Arlon est passé quelques jours plus tard. Je lui avais envoyé un SMS de mon ancien travail au restaurant. Je lui ai expliqué brièvement, lui ai demandé s'il pouvait emprunter le camion un soir. Il est arrivé sans poser de questions, une remorque attelée. Nous sommes allés à la maison après la tombée de la nuit, quand il n'y avait pas de voiture dans l'allée. J'ai emballé ce qui rentrait, vêtements, ordinateur portable, quelques livres, des outils que j'avais achetés moi-même, des papiers importants. J'ai laissé le reste. 20 minutes du début à la fin. Arlon a porté les cartons lourds, a maintenu une conversation légère sur le football et les nouveaux plats du menu. En partant, j'ai regardé la maison rapetissée dans le rétroviseur jusqu'à ce que la lumière du Porsche disparaisse. De retour chez Ronnie, nous avons déchargé dans la chambre. Il m'a offert une bière, a raconté quelques histoires sur ses jours dans les marines, puis m'a laissé m'installer. J'ai empilé les cartons le long du mur, j'ai accroché un drap pour l'intimité, j'ai branché une lampe que j'avais dénichée dans une friperie. Petit, mais à moi. Les messages ont commencé à s'accumuler cette première semaine. Maman, principalement, de longs textes sur le fait que j'avais surréagi, que papa était mort d'inquiétude, que Tyler avait besoin de sa sœur en ce moment. Quelques-uns de Tyler, demandant où était son chargeur, comme si de rien n'était. Je n'en ai lu aucun au-delà de l'aperçu. J'ai bloqué les numéros un par un, supprimé les conversations sans les ouvrir. Le silence sur mon téléphone semblait plus pur que toutes les excuses qu'ils auraient pu offrir. À l'hôpital, les gens me traitaient différemment. Non par pitié, mais simplement. Miguel corrigeait ma technique pour les perfusions intraveineuses jusqu'à ce que je la maîtrise, puis disait « bien » et passait à autre chose. Les autres stagiaires partageaient leurs notes, couvraient les pauses sans tenir les comptes. Vargas prenait de mes nouvelles une fois par semaine, demandait comment j'assimilais la matière, si j'avais besoin d'ajustements d'horaire pour mes rendez-vous de suivi. Juste, sans arrière-pensée. J'ai commencé à respirer plus facilement. Le matin, je me réveillais avant le réveil, je m'étirais sans me presser. Le soir, je révisais mes fiches sur mon lit de camp, la fenêtre entr'ouverte pour laisser entrer l'air nocturne chargé du jasmin de Floride. J'ai perdu quelques kilos à force de marcher dans les couloirs. J'ai gagné en force en soulevant des patients. Mes problèmes de thyroïde sont restés sous contrôle, mes médicaments pris à temps. Personne ne remettait en question le coup. Pour la première fois, l'avenir ne semblait pas être quelque chose que je devais mendier. Il se construisait,
service après service, dans un endroit qui me voyait comme capable plutôt que comme pratique. 2 mois après le début du programme, mon premier chèque de paie est enfin arrivé. Il est venu dans une enveloppe simple. Mon nom tapé à l'avant, le logo de l'hôpital dans le coin. 812 $ après impôts et déductions. Pas de quoi changer une vie, mais la preuve que je gagnais ma vie selon mes propres termes. J'ai plié le chèque avec soin, l'ai glissé dans mon portefeuille, et j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter d'utiliser le vieux compte joint que je partageais avec maman depuis le lycée. Le jour de congé suivant, je suis entré dans une agence en ville, j'ai rempli les formulaires pour un nouveau compte, j'ai présenté ma pièce d'identité et ma fiche de paie. Le caissier était sympathique, a bavardé sur la météo tout en tapant. Puis son sourire s'est effacé. Il s'est excusé, est revenu avec un directeur qui m'a demandé de m'asseoir dans un bureau annexe. Nous avons effectué la vérification standard, a-t-il dit à voix basse. Il y a des alertes sur votre dossier de crédit. Des marques négatives, des soldes élevés. Nous ne pouvons rien ouvrir aujourd'hui. Vous devriez demander votre rapport complet et contester si nécessaire. Je l'ai remercié, suis sorti, hébété. Des marques négatives. Je n'avais jamais eu de carte de crédit, jamais contracté de prêt. Ma seule dette était une petite facture médicale que j'avais réglée l'année dernière. De retour chez Ronnie, j'ai utilisé son vieil ordinateur de bureau pour demander des rapports gratuits aux 3 agences de crédit. Ils sont arrivés par la poste une semaine plus tard. D'épaisses liasses que j'ai étalées sur le lit de camp comme des preuves. Les chiffres me regardaient froidement. 42 000 $ au total, répartis sur 5 cartes et 2 prêts personnels, tous ouverts à mon nom à partir de 7 ans plus tôt. Le plus ancien datait de mes 20 ans, à peu près au moment où j'avais commencé à travailler à temps plein. J'ai tout examiné, ligne par ligne. Des ensembles de consoles de jeux expédiés à notre adresse. Des baskets de luxe à la taille de Tyler. Des outils et des pièces automobiles facturées aux fournisseurs de l'atelier de papa. Des paiements de frais de scolarité au collège communautaire, des montants correspondant à ce que je les avais entendus discuter. Les minimums mensuels étaient payés juste assez pour garder les comptes ouverts. Les intérêts s'accumulaient, lentement et sûrement. Chaque achat remontait à eux. Mon nom sur les demandes, des signatures falsifiées que je reconnaissais comme l'écriture soignée de maman. Ils avaient construit une ligne de crédit secrète sur mon avenir tout en me disant que nous ne pouvions pas nous permettre les produits de base. Je suis resté assise là jusqu'à ce que la pièce s'assombrisse, les rapports froissés dans mes poings. La colère se mêlait à quelque chose de plus écœurant, une trahison plus profonde que la gifle. Ce n'était pas un moment de perte de contrôle. C'était des années de planification. Une collègue a mentionné la clinique d'aide juridique en ville, une aide gratuite pour ce genre de problème. J'ai pris rendez-vous, je me suis présenté avec la pile de papier, imprimé et surligné. Helena Carter m'a reçu dans un petit bureau rempli de dossiers. Fin de la quarantaine, regard perçant, voix calme mais directe. Elle a étalé les rapports sur son bureau, les a parcourus rapidement, puis a levé les yeux. Un cas classique d'usurpation d'identité familiale. Plus courant que les gens ne l'admettent, plus difficile à poursuivre car les victimes hésitent. Mais la piste papier ici est solide. Elle m'a tout expliqué, étape par étape. Déposer une plainte à la police d'abord, pour établir le crime et déclencher des alertes de fraude sur mon crédit. Contester chaque compte auprès des agences. Fournir une déclaration sur l'honneur de vol d'identité, une copie du rapport de police. Geler mon crédit pour empêcher de nouveaux dommages. Ensuite, décider, un procès civil pour dommages et intérêts ou pousser pour des poursuites pénales. Au pénal, vos parents pourraient risquer la prison, a-t-elle dit sans détour. L'approbation au minimum, une ordonnance de restitution. Êtes-vous prête pour ça? J'ai fixé les lignes surlignées. La console de jeu de Tyler, l'équipement de l'atelier de papa. Ils avaient eu des années pour arrêter. J'ai répondu, ils ont choisi de ne pas le faire. Pourtant, j'ai demandé du temps. Je suis retourné chez Ronnie, j'ai fait les 100 pas dans la petite pièce. J'ai rejoué chaque conversation sur le thème « On ne peut pas se le permettre ». Le compte pour les études, le problème de voiture opportun qui m'a coûté une chance de certification. Tout était lié maintenant, délibéré et à long terme. Pendant 3 nuits, j'ai à peine dormi. Une partie de moi murmurait qu'ils étaient toujours mes parents. Imparfaits, certes, mais de mon sang.
L'autre partie voyait le calcul, des décennies de ma vie à payer pour leur choix. J'ai pensé à la gifle, aux mots froids, au sourire narquois. Aucun remords, aucune hésitation. J'ai rappelé Elena. Déposé la plainte. Pour tout. Elle a hoché la tête quand j'ai signé les formulaires. Bien. Ce ne sera pas rapide, mais c'est la bonne décision. L'enquête a commencé lentement. Entretien avec les inspecteurs. Je leur ai fourni tout ce que j'avais. Des citations à comparaître ont été envoyées pour les relevés bancaires, les factures de l'atelier, les registres de paiement du collège. Les inspecteurs ont examiné les relevés de cartes, ont fait correspondre les adresses de livraison, les signatures. L'email de maman était lié à plusieurs identifiants de comptes. Les comptes professionnels de papa montraient que des dépôts de clients disparaissaient dans des dépenses personnelles. De gros travaux de réparation payés d'avance, des matériaux jamais commandés, des chantiers laissés à moitié terminés. Lors d'un entretien de suivi, l'inspecteur a fait glisser une photo sur la table, une image de caméra de sécurité de l'atelier de papa, la nuit où ma voiture n'a pas démarré des années auparavant. Papa sous le capot, une lampe de poche à la main, les câbles débranchés, clairs comme de l'eau de roche. Nous avons trouvé ça dans de vieux dossiers. Ça correspond à la date que vous avez mentionnée pour l'examen manqué. Une preuve, pas une coïncidence. Pas de la malchance. Intentionnelle. La nouvelle s'est répandue discrètement dans les cercles locaux. Les clients de l'atelier ont annulé, les fournisseurs ont réclamé leurs dettes. L'entreprise de papa a rapidement périclité. Personne ne veut d'un mécanicien sous enquête pour fraude. Maman a essayé de me contacter une fois via un nouveau numéro, un message vocal sur le fait que nous devions parler, que je déchirais la famille. Je l'ai supprimé sans l'écouter. Tyler s'est présenté sur le parking de l'hôpital un après-midi, au volant de son pick-up, cherchant la confrontation. La sécurité l'a escorté dehors avant qu'il ne puisse entrer. Ronnie l'a repéré depuis la fenêtre du garage plus tard cette semaine-là, un démonte-pneu à la main, juste au cas où. Tyler a démarré en trombe sans réessayer. L'affaire s'est montée solidement. L'évasion fiscale s'est ajoutée lorsque l'IRS s'en est mêlé. Revenus sous-déclarés, voyage personnel passé en frais professionnels. Le trou total qu'ils ont creusé approchait les 100 000 $, touchant plusieurs victimes, mais mon cas était le pilier. 8 mois d'attente plus tard, le jour du procès est enfin arrivé. Le palais de justice du centre-ville d'Orlando était bondé ce matin-là, l'air épais de tension et de l'odeur du bois ciré. J'étais assise dans la galerie derrière le procureur, un dossier de documents sur mes genoux, le cœur battant régulièrement mais fort dans mes oreilles. Elena m'avait préparé pendant des semaines, à quoi m'attendre, comment rester calme s'ils essayaient de déformer les choses. Papa a été le premier à entrer, menotté, une combinaison orange flottant sur lui. Il avait perdu du poids, le visage émacié, mais ses yeux ont balayé la salle jusqu'à se poser sur moi. Pas un signe de la main, pas d'expression, juste un long regard avant de s'asseoir. Maman a suivi, habillée simplement, les cheveux tirés en arrière. Elle a jeté un regard dans ma direction une fois, les yeux rougis, puis a baissé les yeux rapidement. Tyler s'est affalé à côté d'elle, la capuche relevée, faisant défiler son téléphone jusqu'à ce que l'huissier lui ordonne d'arrêter. Les chefs d'accusation ont été lus, longs, multiples chefs de vol d'identité, de fraude électronique, d'évasion fiscale. Le procureur a tout exposé, relevés bancaires, demandes falsifiées, plaintes de clients pour des travaux inachevés à l'atelier, audit de l'IRS montrant des années de revenus dissimulés. Mon dossier de victime était épais, rapport de crédit, lettre de contestation, la photo de papa en train de saboter les câbles de ma voiture. La défense a tenté de présenter cela comme une période désespérée. De mauvais choix sous la pression, moi comme la fille en colère exagérant pour se venger. Ils ont évoqué les difficultés familiales, comment la prison détruirait ce qui restait. Maman a témoigné, la voix tremblante, parlant de stress et d'erreur, comment il n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit, surtout pas moi. Elle a évité mon regard tout le temps. Le tour de papa a été plus court. Il a admis une partie, a dit qu'il s'était laissé dépasser en essayant de maintenir l'entreprise à flot. Avait utilisé mes informations parce que c'était facile. Pensait qu'il rembourserait un jour. Pas d'excuse directe à mon égard. Juste des regrets sur la façon dont les choses avaient tourné. Tyler n'a pas témoigné, il est juste resté assis, agité. Le juge n'a pas été ému.
L'épreuve était trop accablante, le schéma trop clair. La sentence est tombée, ferme. Papa a écopé de 3 ans de prison d'État, sans libération anticipée en raison de l'ampleur de la fraude. Maman a été condamnée à 3 ans de probation, de lourdes amendes et une ordonnance de restitution complète, chaque dollar dépensé en mon nom, plus les pénalités. Les actifs ont été liquidés pour couvrir cela, à commencer par la maison. Ils ont fait sortir papa en premier. Il s'est arrêté à la barre, a regardé en arrière une fois. Ça a tout détruit, a-t-il marmonné, la voix basse mais audible. J'ai rencontré son regard, impassible. Non, c'est vous qui l'avez fait. J'ai juste arrêté de vous couvrir. La saisie immobilière a été rapide après cela. La maison à demi-niveau a été vendue aux enchères 6 mois plus tard. Un panneau sur la pelouse. Des étrangers se promenant dans les pièces où j'avais grandi. Maman a déménagé dans un petit appartement, a fait des petits boulots pour respecter ses rendez-vous de probation. On disait qu'elle avait vendu la plupart des meubles pour payer les frais de justice. Le pick-up de Tyler a été saisi lorsque les paiements liés à l'un des comptes frauduleux ont cessé. Fini le collège communautaire. Il a abandonné en milieu de semestre, a pris un poste de magasinier dans une supérette au bord de l'autoroute. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles par une connaissance commune, il squattait le canapé d'Ashley. Ses parents n'étaient pas ravis mais le toléraient. De mon côté, les choses ont progressé régulièrement. Le programme de transition s'est terminé avec le parrainage de l'hôpital couvrant la dernière partie, des heures de stage supplémentaires, des cours du soir que j'ai enchaînés à grand renfort de café et de détermination. Le jour de l'examen est arrivé. Les résultats ont été publiés en ligne 2 semaines plus tard, réussi. Licence d'infirmière diplômée en main. J'ai signé un bail pour un studio en centre-ville. Minuscule mais avec de hautes fenêtres. Mon nom seul sur les papiers. Le premier mois de loyer payé avec mes propres chèques. Pas besoin de garant. Les meubles sont venus lentement. Des trouvailles de friperie, un vrai sommier, des plantes sur le rebord de la fenêtre qui sont restées en vie. Le nettoyage de mon crédit a pris plus de temps. Appels sans fin, courrier recommandé, gel et contestations. Mais un par un, les comptes ont été fermés comme frauduleux, les soldes remis à zéro, mon score de crédit remontant à un niveau utilisable. La première nouvelle carte approuvée à mon nom seul a eu le goût d'une victoire tranquille. Ils ont essayé de me contacter quelques fois au fil des ans. Une lettre de maman une fois, manuscrite, pleine de regrets qui n'exprimaient jamais vraiment de remords pour les bonnes raisons. Des emails de Tyler demandant de l'aide pour une facture, comme de vieilles habitudes. Même un appel de papa après sa libération, la voix rauque, voulant mettre les choses au clair. Je les ai laissés sur la messagerie vocale, je les ai supprimés sans écouter. J'ai bloqué les nouveaux numéros au fur et à mesure. Certains ponts ne sont pas faits pour être reconstruits. 3 ans plus tard, je fais des gardes de 12 heures aux urgences. Un salaire stable, des avantages sociaux qui couvrent mes suivis pour la thyroïde sans stress. Des collègues qui ne connaissent mon histoire que par bribes que je partage. Ils respectent mes limites. Célèbrent mes victoires. Ronnie prend encore de mes nouvelles. Arlon envoie des SMS sur les spéciaux du restaurant. Miguel a pris une bière avec moi après ma cérémonie de remise de diplôme, a grogné, pas mal, avec un sourire rare. Je conduis maintenant une voiture à haillons d'occasion, payée, fiable, sans attache. Le soir, je cuisine ce que je veux. Je regarde ce que je veux, je dors profondément dans un espace qui est vraiment le mien. Avec le recul, ce jour au tribunal n'était pas une vengeance. C'était la conséquence qui finissait par rattraper son retard. Et partir ce matin-là après la gifle, ce n'était pas fuir, c'était me choisir. S'éloigner d'une famille toxique n'est pas une trahison, c'est de la survie. Certaines portes doivent rester fermées pour toujours.